Je m'appelle Xavier, Charles Xavier, très heureux. Santé. Tu vaux tellement plus que tout cela et tu ne le sais même pas. Il n'y a pas que la douleur et la colère. Il y a aussi de la bonté en toi. Et quand tu auras réussi à tout canaliser, tu posséderas un pouvoir que nul ne saurait égaler. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Oui, vous ne rêvez pas, on a changé de décor, on n'est plus dans ma chambre, on est dans celle de mon ami de tous les jours, Arthur. Voilà, donc ami cinéphile et ami au quotidien. Et aujourd'hui, donc, première vidéo qu'on fait ensemble, ça fait longtemps qu'on en parlait, il y avait pas mal de sujets sur lesquels on voulait déjà vous parler, mais malheureusement, le ne s'est pas présenté. Mais en ce moment, on est en train de se refaire tous les X-Men ensemble. Voilà, donc c'est à lui que j'ai demandé de me ressortir donc, de son coffre le premier X-Men de Bryan Singer, donc qui date de 2000 et dont je vous ai justement parlé sur la chaîne et qu'on a tous les deux aimé. Oui. Voilà. Et donc, suite à ça, on s'était dit pourquoi ne pas parler de la saga X-Men. Et pourquoi Arthur ne pas en parler? Ben, pourquoi ne pas en parler, Thibaut? Et bah pourquoi? Parce que je trouve que c'est une saga de super-héros admirable, et notamment le premier que je trouve visionnaire, très intéressant dans son approche par rapport aux personnages, à leur rapport, à leur psychologie, à comment les mutants sont présentés au monde et comment le gouvernement veut les éradiquer, la confrontation entre Magneto et Xavier. Mais d'ailleurs, toi, qu'est-ce que t'en penses de la saga X-Men finalement? Ben, je pense que c'est une saga de films assez réussie, bien avant le MCU au passage, et je trouve que en fait, chaque film arrive à sa propre patte, à se démarquer, même si j'avoue, j'ai souvent un problème, il y a des petites incohérences dans certains films, même si ça se sent que des fois que certains films ont été faits l'un après l'autre, genre, tu sens pas, genre, il y a des petits froids encore passés par là, quand tu essaies de comprendre, quand tu essaies de tous les rassembler, t'as du mal à comprendre, mais d'un point de vue général, je trouve que surtout c'est de très bons films. Bon, moi j'ai surtout un coup de cœur pour X-Men 2, qui est le plus marquant, un des plus marquants, et X-Men Apocalypse, qui est pas très apprécié, je crois pas pourquoi. Moi, je le trouve très bien, qui est très réussi. En fait, je trouve que d'un film à l'autre, ils arrivent tous, chaque film arrive à se démarquer, et je pense que c'est le genre de saga où chacun peut avoir son préféré, et ce qu'on aime le moins. Ah, ça c'est sûr. Alors, d'ailleurs, tu parlais quand même de X-Men Apocalypse qui est quand même assez peu apprécié. En effet, c'est un des X-Men qui a le plus échoué au box-office. Mais bon, de toute manière, entre comment nous on perçoit un film de super-héros et comment la presse et les spectateurs autres que nous le reçoivent, ça c'est tout un débat. Mais c'est vrai que moi, X-Men, en fait, j'avais un besoin de ton aide en fait pour reprendre cette saga depuis le début parce que, comme tu l'as dit, il y a toujours eu des incohérences et des défauts entre les diverses timelines parce qu'en fait, à partir notamment de ce maudit film. Alors, maudit film, je ne dis pas maudit parce que je ne l'aime pas, au contraire. D'ailleurs, au moment où on fait cette vidéo, on l'a revu il y a à peine 20 minutes et on trouve vraiment que c'est un super film de super-héros, voilà. Mais c'est à partir de ça, en fait, c'est le vilain petit cochon, donc des films de voyage dans le temps. Ouais, non, mais je te vois rigoler, mais vraiment, c'est un film, tu l'as vu pendant le visionnage, mais j'étais complètement perdu parce qu'il y a des trucs que je ne comprends pas. Mais Et avant, vive les voyages dans le temps. ouais, franchement, tu l'as dit. Alors, franchement, qui n'est pas Retour vers le futur? Vraiment, film de voyage dans le temps euh, j- au sommet, mais jamais égalé. Tu es d'accord avec moi C'est là-dessus? sûr. Alors, mais aujourd'hui, donc avant d'en arriver à Days of Future Pace, si on prenait la saga à son commencement avec... X-Men le commencement ou X-Men First Class. L'origin story par excellence. Donc, alors oui, donc justement, X-Men, donc on a revu hier soir. Alors moi, je trouve que c'est un donc réalisé par Matthew Vaughn, qui a réalisé l'excellent Kick-Ass, 1 et 2, mais aussi la saga. Kingsman. Enfin, il a fait les deux premiers nuances. C'est vrai, donc il a fait les deux premiers, il a fait aussi il a pas fait le troisième, Ça, je sais pas. et qui a récemment signé donc l'excellent film d'espionnage complètement farfelu, Hmm. Argyle. Argile. Argyle. Tu l'as déjà oublié? Désolé, un titre pareil. Donc Arthur vous a un petit peu dit ce qu'il pensait de la saga X-Men. Moi j'avoue que un de mes préférés du coup, donc celui-là vient de les rejoindre, mais j'aime aussi beaucoup du coup Days of Future Pace. Mais j'avoue que un de mes chouchous et un de ceux qui est le plus débattu, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne, peut-être même ensemble, Hmm. c'est ce bon vieux X-Men Origin Wolverine. C'est moi que j'ai. Hmm. Non mais je vois ta tête, mais moi franchement je l'ai revu là au courant de la semaine et je trouve vraiment que c'est un très chouette film d'action et il est même encore plus cohérent pour moi que X-Men Days of Future Pace. Voilà. Ça se discute. Oui, ça se discute, mais justement, est-ce qu'on n'est pas là pour en discuter? Bah oui. Eh ben oui. Donc, comme on le dit, donc le commencement, alors qui du coup reprend la saga à ses origines, comme son nom l'indique. Alors personnellement, moi j'aime beaucoup le casting de la première trilogie. Voilà, Patrick Stewart, Ian McKellen, les premiers mutants, Just Marsden,
Olberry, si je ne me trompe pas. Oui, Wolverine, oui. Ol- Et Hugh Jackman, bien sûr, Et Hugh Jackman, évidemment. l'indétrônable, l'inarrêtable, l'intuable, enfin bref. Hugh Jackman qui est aujourd'hui une sorte de poule aux yeux d'or aux yeux du MCU, qui, comme vous le savez très bien, Hélas. fera son retour très prochainement sur nos écrans. Et on est sceptique de voir ça, n'est-ce pas, Bon, Arthur? oui, très sceptique. Mais, Surtout vu la fin de Logan. ouais, oui, c'est vrai, ouais, mais bon, ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais bon, assez diversifié. Je pense qu'il doit parler du film en lui-même. X-Men le commencement. Alors, X-Men le commencement, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, comme on vous l'a dit, il s'agit de l'origine story de la saga X-Men. Comme Wolverine d'origine, il s'agit d'une origine story, sauf que là où le premier se centrait sur Wolverine, là on se centre sur les personnages, sur Xavier, Magneto, sur comment les X-Men se sont rencontrés, comment d'ailleurs, ça se passe dans les années 2000, comment les X-Men se sont rencontrés, comment le Cérébro a été construit, etc. etc. Et donc pour l'anecdote, sur l'affiche, on pouvait voir que les X-Men portent des combinaisons jaunes. Donc il s'agit d'une référence aux premiers X-Men, parce que dans les comics, les tout premiers contenus des X-Men étaient jaunes. Voilà, petite historique sympa, on en voit plein. Et donc ça commence comme ça, on commence donc sur... En fait, le film il s'ouvre comme sur le pré-film, sur Magneto quand il était enfant, quand il était juif, il a été déporté par les nazis, ambiance. On voit la séquence où il déplace une porte en métal, comment il développe ses pouvoirs, et ensuite, pouf, on passe à une autre scène, on découvre Charles Xavier Petit, et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il connaissait Mystique, Mystique, c'est la mutante bleue qui se métamorphose, qui est super badass. On- Aussi connue sous le nom de Raven avant de devenir la mystique complice de Magneto et de prendre son envol, comme on pourra le voir du coup dans Days of Future Past. Ouais, d'ailleurs, on voit qu'il y a une grosse différence, parce que autant dans la trilogie Mystique, c'est une grosse méchante manipulatrice, mais stylée, alors que là, elle a un développement plus nuancé, et dans les autres films qui suivent, mais bon, passons. On découvre que Charles Xavier, qui était petit, et Raven se sont rencontrés quand ils étaient enfants, et du coup, ils sont devenus frères et sœurs adoptifs, même si c'est jamais dit dans la première trilogie. Un petit détail qui n'est jamais dit dans la première trilogie, mais bon, ça faut s'imaginer, faut l'accepter. Mais qui du coup en fait complète la mythologie X-Men et renforce le lien en fait que tous les personnages ont entre eux, parce que du coup il y a des éléments qu'on ignorait du coup dans la première trilogie, qu'on apprend, et que du coup Mathieu, les nouveaux auteurs de cette nouvelle trilogie du coup rajoutent à la mythologie, même si bon, ceux qui du coup ont lu les comics savaient déjà, je suppose, mais c'est bien aussi voilà pour les non lecteurs de comics comme moi, parce que bon, j'avoue que ce voyage-là à travers les comics, il y en a tellement que, voilà, déjà que je me perds dans une saga cinématographique, alors dans la timeline des comics, je pense que ce serait impossible. Mais en tout cas, T'imagines pas à quel point. c'est quand même aussi bien quand même d'avoir des éléments et des coups de théâtre, parce qu'évidemment, c'est quand même des twists d'apprendre finalement deux personnages qui sont finalement ennemis dans la première trilogie étaient en fait des frères et sœurs. Et finalement, ça nous fait même penser à la prélogie Star Wars, où on apprend en fait que Dark Vador était en fait au départ un jeune esclave sur la planète Tatooine. Voilà. Oui, mais bon, et donc, pour revenir au film, bon, j'aime bien ce film, je trouve qu'il est très bien. En fait, comme je l'ai dit, c'est un film qui a introduit plusieurs personnages, enfin, sauf Wolverine, même si ça vous dit rien, il y a une petite surprise à ce sujet, mais Un caméo absolument divin. Vraiment, je pouvais pas m'en empêcher d'en parler. Je sais que tu as essayé de allez, prise. allez, fais-toi plaisir, dis la phrase. Non, Bon, mais vraiment, c'est vrai que du coup, parce que Wolverine est déjà la vedette de la première trilogie, oui, il est beaucoup plus secondaire dans la deuxième trilogie, oui. voilà. Mais mine de rien, le caméo qui lui est réservé dans ce film-là, euh, quand je t'ai demandé est-ce que Wolverine apparaît dans ce film-là, tu m'as dit quoi? Tu verras, tu verras. Je voulais pas je voulais pas te gâcher la Non, surprise. et c'est vrai qu'il voulait me préserver, et c'est vrai que quand on voit Ah Wolverine oui, arriver dans ce caméo, juste là-dedans, non seulement déjà le talent de Hugh Jackman fait que il te prend la scène, et que même si c'est que quelques secondes, bah, il arrive quand même à marquer l'esprit, même quand tu ressors, quoi. T'as envie de dire, il n'était pas là, mais le peu de temps qu'il a été là, il l'a quand même marqué. oui, mais bon, pour revenir à l'histoire, on a même l'histoire qui est très bien. Bon, il y a des petits passages lents, je vais pas te mentir, mais déjà, un autre point très important, c'est qu'on découvre la rencontre de Magneto et de Charles Xavier, ou plutôt de Charles Xavier et de son vrai nom, Eric Lenscher, qui est juif, donc qui cherche à se venger parce qu'en fait, là, on apprend un peu plus sur le passé d'Eric Lenscher, sur son passé de juif, qui a été déporté, et en gros, on apprend que le mec qui a tué sa mère, qui était un dirigeant nazi, qui était lui aussi un mutant, Je par Kevin Bacon, donc Sébastien Shaw, un redoutable méchant en fait, qui très charismatique. ouais, vraiment, c'est vrai que Kevin Bacon le joue bien, mais bon, même si on est quand même sur un méchant assez classique finalement, Oui. voilà, Mais l'archétype. qui est une sorte de Magneto avant l'heure, puisque dans un sens, c'est lui qui va déclencher la haine que Magneto a, ce besoin de se venger, parce que
comment les remarqué dans le premier film avec Yann comment déjà? Le premier X-Men, Oui, le premier Magneto là. Yann McKellen. Ian McKellen, oui, c'est ça. C'est ça. Bah, en gros, on nous dit que Magneto est un homme obsédé par la vengeance, qui veut se venger des humains au nom de la cause mutant, mais qui est prêt à aller, qui est à l'excès extrême, qui est prêt à commettre des meurtres. C'est pour ça qu'il est en désaccord avec Charles Xavier. Et ce désaccord, on le découvre dans le film. On comprend qu'il a sa haine, qu'il a la haine, qu'il veut au départ, sa haine, elle concerne Sébastien Shaw, il veut voir se venger. Sébastien Shaw qui, lui, prépare un plan diabolique, un plan politique, évidemment, oui, parce que forcément, un plan politique qui consiste à déclencher un armada de missiles entre l'Amérique et la Russie. Ce qui, ambiance ambiance. C'est vrai qu'en fait, on est face à un méchant en fait qui veut se servir en fait des pouvoirs en fait d'un prisonnier pour ses propres projets à lui. Donc, on a affaire en fait à un méchant classique qui se sert d'une cause qui fait au mieux pour se cacher. Et c'est pour ça, et c'est pour moi, c'est le gros point fort de ce X-Men, c'est qu'en fait, on fait face à deux personnalités radicalement opposées. D'un côté, on est face au gentil, donc le Charles Xavier, qui lui en fait cherche à dissimuler ses pouvoirs parce que le monde finalement les reçoit mal et que comme ce méchant nous le montre, finalement les pouvoirs seront utilisés à des fins assez moches, voilà. Et c'est aussi ce qui causera en fait un différent entre Mystique et Charles, parce que Mystique ou Raven. Raven dans un premier temps, elle, tout ce qu'elle veut, elle, c'est se dévoiler au monde parce que elle a beaucoup de mal à s'accepter en Eh tant oui. qu'elle et jusqu'à même demander son avis à Charles Xavier en fait qui est lui partagé en fait entre se cacher et l'acceptation de soi. En fait, c'est un film qui parle beaucoup de l'acceptation de soi. En fait, c'est même la thématique centrale qui en fait qui cause la divergence entre beaucoup de personnages et en fait même qui va suivre en fait toute la saga toute la saga X-Men. En fait, c'est aussi au centre de X-Men Origins Wolverine d'un certain côté. Bah oui, bah, de tous les X-Men, parce que le principe, c'est les mutants. Le principe des X-Men, c'est les mutants qui sont persécutés par l'humanité et qui veulent soit s'intégrer, soit être extrêmes. Ah, on le ressent avec Magneto et Charlie, donc. Ah oui, et puisqu'on en parle, je suis désolé, mais je dois le souligner, c'est dans ce film X-Men qu'il y a le personnage d'Emma Frost. Alors, tu me demandes qui c'est Emma Frost là. C'est sûr qu'Emma Frost, c'est un personnage des X-Men très apprécié. En gros, c'est une blonde, femme fatale, qui est une télépathe qui transforme son corps en diamant, en peau de diamant. Littéralement, donc c'est une femme diamant. C'est une femme qui est aussi. Très stylé d'ailleurs. Oui, très stylée, dans ce film, très stylée. D'ailleurs, elle est jouée par qui d'ailleurs déjà. Alors, par qui elle est jouée alors, j'ai plus le nom de l'actrice, mais vas-y, développe sur le personnage pendant que je Alors, cherche le personnage. l'information. Donc, moi, j'en parle parce que alors, j'ai lu les comics et je la trouve très charismatique. Alors, c'est un personnage qui est assez ambigu, qui est un peu comme Mystique, qui utilise la séduction pour arriver à ses fins, qui est très manipulatrice, qui est En fait, c'est un peu une sorte d'anti-Charles Xavier parce qu'elle est aussi télépathe, mais ouais, et là-dedans, je trouve que son personnage est très finement repris, parce que January Jones. c'est ça. Et elle est très. On y voit une femme fatale très manipulatrice, très froide, qui utilise même sa télépathie pour arriver à ses fins, qui utilise ses charmes, enfin tout, bref. C'est un personnage très populaire. Entre femme fatale et super héroïne. Mais d'ailleurs, il y a une scène très Parce que là, c'est super méchante. Là, super méchante, oui. elle est méchante. Mais d'ailleurs, il y a une scène qui est assez superbe où Magneto arrive à la maîtriser, donc ce qui prouve que le métal, quand même, enfin que son pouvoir en fait peut lui servir à maîtriser quand même une super méchante comme elle, hein. Et ça, c'est quand même une scène qui est quand même super forte. Voilà la scène où ils veulent s'en prendre en fait à l'armée de Sebastian Shaw et qui du coup ils arrivent à la coincer. Pour moi, c'est une scène qui est vraiment réussie parce que jusqu'à maintenant, on nous l'avait montré comme une super héroïne assez redoutable. Et là, Méchante. une super. Ah, c'est vrai, une super méchante. On se trompe souvent, mais ça aurait pu. Si ça a été une X-Men, ça aurait été une super X-Men. Oh, mais devine quoi, dans les comics, elle en devient une, même si. Et même d'ailleurs, devine quoi, dans les comics, bon, petite parenthèse, là on parle des comics. Dans les comics, après la mort de Jean Grey, elle se met en couple avec Cyclope. Eh oui, 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 dans les comics, enfin, et parce que. Ouais, parce que les comics n'ont pas la même timeline que dans les films. Parce que là, dans X-Men le commencement, il n'y a pas Cyclope, mais parce que Cyclope n'est pas là, mais dans les comics, Emma et Cyclope sont de la même époque, du coup, à un moment, ils se mettent en couple. Même si, j'avoue, Emma est un peu manipulatrice. Alors, disons qu'ils ont une relation un peu compliquée. Une relation compliquée, une romance compliquée. Bon, les comics, ils se connaissent en romance compliquée, mais bon, voilà. C'était un sans comics, Je voilà. pense que maintenant vous allez comprendre pourquoi je ne me mettrai jamais aux comics parce que rien qu'un film X-Men me met dans l'embarras le plus total concernant la chronologie des films. Alors, Arthur vient juste d'évoquer un passage des X-Men. Ça y est, j'ai déjà le cerveau tout emmêlé. Mais pour moi, pour résumer mon avis sur X-Men, le commencement, je trouve que c'est un film qui explique très bien. En fait, c'est une des origines story les plus complètes et les plus cohérentes parce que Oui.
et les 2 mots sont quand même très importants parce qu'à la fois complet, c'est-à-dire qu'on a quand même la rencontre, ensuite la réunion, on retrouve un petit peu tout, on retrouve l'origine du Cérébro, donc la relation qui unit donc Raven et Charles Xavier, Et la relation sur Xavier et Peltier, et important. donc et pourquoi du coup ils sont en confrontation, leurs idées, On découvre aussi le fauve qui est plus présent que dans. Parce que dans le fauve, dans la trilogie, il n'apparaît que dans X-Men 3. On dit vraiment qu'il est lié. Alors, dans les comics, il est aussi plus présent, mais bref. Donc, dans cette saga, dans ce film, le personnage du fauve, joué par Hank McCoy, joué par. Nicolas Hoult, donc futur Lex Luthor du Superman de James Gunn. Ah oui, et ben voilà, ben là, il est beaucoup plus présent et ça fait plaisir. Ce qui est intéressant, c'est que là, au moment où tout de suite, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore la grande boule de poil bleu qu'il va devenir, mais Je c'est trouve qu'il intéressant. fait un super fauve d'ailleurs, hein, et d'ailleurs son rôle sera renforcé encore plus dans Days of Future Space. Et D'ailleurs, dans Apocalypse. et dans Apocalypse bien sûr, mais on met aussi la relation entre le fauve et Raven. Enfin voilà, il y a plein de choses vraiment qui se mettent en place, qui sont développées, d'éléments qui sont rajoutés, des personnages qui sont encore plus creusés, ce que je trouve vraiment super parce que c'est vrai qu'en fait la première trilogie X-Men s'accentuait surtout autour de Charles Xavier, de Magneto, en fait de leur combat Et de et Wolverine de leur aussi. combat et de Wolverine en fait dans les premiers X-Men en fait on avait quoi, 3-4 vedettes, alors que là, en fait, c'est beaucoup plus un groupe, en fait, hein. C'est vraiment, il y a plus de personnages principaux, on creuse plus ces personnages-là, et la fin est surtout là pour nous dire même, Oh là, attends, tu parles aussi de la fin. Attends. Ah, non, 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 je vais pas l'aborder, parce que cette vidéo sera sans spoiler, même si maintenant c'est un film qui commence à dater un petit peu, voilà, d'ailleurs, il date de quand, X-Men, le de commencement? 2011. De 2011, c'est ça, donc oui, il a quand même 12 ans, à peu près. Et pour le coup, je trouve que déjà visuellement, au niveau visuel, je trouve que c'est très réussi. Déjà, les mises en scène est jolie, mais les effets spéciaux des super pouvoirs, en fait, les différents super pouvoirs des mutants sont très réussis, comme le cri du hurleur. Ah, c'est une superbe scène hein, quand Magneto le pousse pour le pousser à ce que ses pouvoirs enfin puissent se développer. Et après, Mais le je trouve la Magneto. scène superbe. Ouais, et aussi, on a aussi le frère de. Ouais, non, dans ce film, il y a pas Cyclope, et on apprend qu'il a un frère, Alex Summer, qui l'aime pouvoir que lui, sauf que là où Cyclope, c'est vraiment de laser lui sort des yeux, lui, c'est vraiment lui sort de son ventre. Du coup, on a. D'ailleurs, c'est qui joue Alex Summer dans ce film? Alex Summer, alors petit point casting. Ouais, ouais, le casting qui est très bien servi au passage. Déjà, au niveau visuel, les pouvoirs des mutants sont très créatifs, alors, comme d'habitude, mais ça, c'est toujours une réussite. La mise en scène et l'action sont très bien réussies aussi. Enfin, je- Alors, on a le hurleur, du coup, donc Caleb Landry Jones, voilà, donc qui fait beaucoup parler ces derniers temps. Alors, Alex Summer, nanani nanana, donc on a January Jones, Lucas Hill, on a aussi Rose Byrne, donc qui joue en quelque sorte la petite amie Beast, du coup, de Charles Xavier. On a Lucas Till qui joue Avoc, enfin bref, on ouais, a quand c'est même lui. de bons noms du casting. On a aussi Zoé Kravitz qui joue Ansel Salvador, donc qui The Gravis qui joue l'actuel Catwoman aux côtés de Robert Pattinson. Ouais, ouais, c'est bien elle, hein, elle a bien grandi. Enfin bref, on a quand même je trouve une très belle équipe et on a plein d'éléments en fait qui nous donnent des éléments de réponse. Et quand on commence à connaître ces éléments de réponse, comme pourquoi Charles est en fauteuil, on se dit ah d'accord. En fait, ouais, c'est vraiment un film qui permet de solidifier certains personnages, certains rapports, et surtout en fait de mettre vraiment de tout relier dans notre tête, quoi. Vraiment, c'est un film qui complète toutes les pièces du puzzle. À mon sens, c'est pour moi une bonne origin story. Pour moi, les origin story, bon, vous savez pour lesquelles, j'avoue, j'ai eu pas mal d'origin story en film, comme Bilbo le Hobbit par exemple. Oui, on a compris. Ouais, non, mais je Mais, force avec celle-là, mais je trouve bah, vraiment que c'est. Origin Wolverine est complète et cohérente, même si Ouais. il a quand même beaucoup de défauts, comme Ouais, beaucoup, enfin, etc. par Mais je pense exemple, qu'on aura l'occasion d'en débattre dans un autre débat. un exemple type, un seul exemple dans X-Men Wolverine d'origine, c'est un truc qui m'agace, c'est juste que, à un moment, à un moment, on voit une fillette black avec les cheveux blancs, en fait, c'est censé être un clin d'œil à Tornade, regardez cette tornade, sauf que comme clin d'œil, ça me paraît un petit peu léger, alors que, je trouve ça un peu léger comme clin d'œil, alors que dans X-Men, dans le commencement, je trouve que les clins d'œil et les mises en place de certains éléments sont assez bien gérés, comme le Cérébro, ou le Caleb Wolverine, donc, ou comment Charles Xavier a perdu ses jambes. En fait, je trouve que ces éléments sont beaucoup plus solides et beaucoup mieux mis en place. Je trouve que c'est une meilleure. Oui, tout s'accorde assez bien, c'est vrai. Puis au final, quand on arrive à la fin du film, en fait,
on peut comprendre en fait comment on en est arrivé là où on est en fait dans X-Men 1 et puis en fait et puis dans la première trilogie et puis du coup ça nous permet de passer sans problème du coup à Days of Future Past en fait et du coup de réunir les deux teams et je trouve que c'est là où pour moi en fait les scénarios sont super bien gérés parce que du coup une fois qu'en fait on arrive à la conclusion du film on se dit ok là du coup les deux trilogies sont bien réunies sont bien reliées on sait tout ce qu'il faut et donc du coup on peut faire avancer la saga en fait et c'est ça qui est vraiment génial parce que quand ce film est sorti, on a aussi Origin Wolverine du coup qui est sorti. Donc du coup en fait, maintenant les personnages on les connaît vraiment mieux. C'est une saga. Le commencement, maintenant c'est X-Men, c'est une saga qui est quand même bien établie dans l'univers cinématographique. Le MCU était également arrivé. On avait Iron Man aussi qui était sorti. On avait aussi Hulk. Enfin vraiment, voilà, ça faisait quand même 2008, 2009, 2010, 2011. Ça faisait quand même presque 4-5 ans maintenant que le MCU commençait à s'établir aussi. Donc voilà, on commençait vraiment, les super-héros étaient de plus en plus présents à l'écran. Est-ce que c'était une bonne chose, une mauvaise chose? Bon, après, c'était le début du MCU et donc les meilleurs films. Mais pour moi, je trouve que là, X-Men atteint quand même un stade excellent, un excellent stade. Mais c'est après un peu que ça va un peu plus se gâter. Alors, pas sur Days of Future Past, mais c'est un peu plus après. Mais ça, je pense que ce sera un autre débat aussi. Mais en tout cas, je pense que pour moi, si je devais retenir quelque chose du commencement, je trouve qu'on a une super bonne équipe, que c'est un film qui a un excellent début, un très grand milieu et une fin cohérente et un peu longue. C'est vrai que Tu trouves? sur la fin, ouais, sur la fin, je me suis dit, la fin, le climax pour moi, il s'attardait vraiment trop. Voilà, j'étais content que le film se termine. Voilà, c'est pas comme certains comme Origin Wolverine qui auraient voulu au contraire que ça se prolonge. Non, là, j'étais vraiment pressé que ça s'unisse, mais après, bon, il y a peut-être des longueurs, mais parce que c'est un film qui se met en place, qui a beaucoup de choses à mettre en place aussi. Voilà, Oui. c'est quand même un film qui a la lourde tâche de raconter comment les X-Men en sont arrivés là où ils sont. Donc Ah bah, ça, notamment les premiers X-Men. comment les premiers X-Men sont arrivés là où ils en sont. Donc c'est un film qui avait quand même un assez gros cahier des charges, mais je trouve que ce cahier des charges, il les remplit bien. Mais à Oui. part la fin où je trouve que c'est un peu long, bah moi j'en retire que du positif de ce premier X-Men. Est-ce que toi tu as des points négatifs à lui Des retirer? points négatifs. Alors, là, c'est comme. Bon, là, c'est juste mon avis, mais effectivement, il y a le personnage de Moira McTaggart, joué par Rose Byrne, c'est ça? C'est ça. Bah voilà, on a le personnage de Rose Byrne, bah, alors, qui est introduit comme une espionne. Alors, c'est l'un des rares personnages humains du casting. Parce que c'est un point qui m'agace un peu, mais là, c'est que mon avis, c'est par rapport à l'image de la femme, tout ça, mais la première fois qu'on la voit, elle doit infiltrer. Et devinez quoi? Une boîte de striptease. Et elle doit se mettre en son petite tenue pour infiltrer une boîte de striptease. Et ça, alors, ça, ok, ça introduit le personnage de Sébastien Shaw et de la France, mais donc, ça m'énerve un peu que pour introduire. Ce qui m'énerve un peu, c'est que pour introduire une espionne femme, faut forcément qu'elle soit en petite tenue, forcément. Mais bon, ça, c'est que mon avis. Bah après, j'ai Mais, envie de te dire, petit aparté, donc là, du coup, tu soulignes du coup le côté espionnage et femme fatale, mais j'ai envie de dire ah que oui. derrière, on a quand même Matthew Vaughn, et Matthew Vaughn est quand même un spécialiste des films d'espionnage, donc c'est quand même, c'est pas étonnant finalement. Bon, alors, même si, pourtant, en fait, c'est plus la représentation de l'espionnage par rapport à la femme fatale qui pose problème, c'est Bah, cela. par rapport à la sexualisation, C'est après, c'est pas pire que dans Red Sparrow avec Jennifer Lawrence, bien sûr, mais Mais oui, après, c'est vrai que Jennifer Lawrence, même on le voit dans X-Men Days of Future Past, joue aussi beaucoup en fait et dans X-Men N2 aussi. et de X-Men 2 aussi joue beaucoup en fait de sa forme avantageuse pour ça. Mais là, ce côté espionnage, en fait, toutes les scènes d'espionnage, toutes les scènes où les héros en fait vont tenter d'empêcher quelque chose ou de corrompre un événement qui a un rapport avec l'ennemi, c'est beaucoup la patte de Matthew Vaughn. Et même dans les scènes d'action que je trouve hyper Très réussies, réussi. franchement, toutes les scènes d'action, il n'y a rien à dire. Pour moi, Oui. c'est de toute manière, moi je le pense, mais je trouve que pour moi, la saga X-Men est vraiment très supérieure au MCU d'aujourd'hui. Voilà, là où il y a tout un tas de CGI, de plans vraiment numériques, je trouve que c'est un film qui fait plus authentique, plus naturel, plus propre, plus beau, et qui se concentre plus sur ses personnages et sur la formation qui se fait entre eux, plutôt en fait que sur les scènes d'action, parce qu'on en a des scènes d'action, mais il y a Oui. plus il y a plus de conversations, il y a plus par exemple tout le segment entre Charles Xavier, donc qui veut protéger Raven, les conflits entre Charles Xavier et Magneto. Je trouve que le film, comme le premier X-Men, hein, c'est aussi ce que je disais, et c'est aussi un truc qui est bien, c'est que le commencement en fait poursuit la lignée scénaristique en fait du premier X-Men. C'est-à-dire qu'en fait, scénaristiquement parlant, ce sont des films qui sont cohérents aussi sur la façon dont ils traitent de leurs personnages. Voilà, C'est c'est vrai. Bah, justement, vos personnages, un autre point négatif, mais bon, ça, c'est mon avis encore, je précise. Voilà, c'est mon avis. Bon, avant, bon, comme je l'ai dit, les points des mutants sont très diversifiés, très créatifs, encore une fois, mais
Ce qui est un peu, c'est qu'il y a un personnage qui se fait un peu tuer. Là, c'est le personnage de Darwin. C'est un mutant qui a le pouvoir de s'adapter. Genre, il s'adapte. Et mais comme il c'était dans l'eau, son corps se transforme en branchie. Il peut se transformer son corps en métal. Tu Et parles de celui qui explose à un moment donné, c'est c'est ça? ça. Et Ah ça. oui, celui-là était très bon. Et c'est vrai, l'acteur est très bon. Et ce qui me dérange un peu, c'est qu'on se débarrasse de lui assez vite. Genre, en fait, il se fait exploser par Sébastien Shaw. Boum. Et de un, alors, je trouve ça un peu dommage. Le personnage est intéressant et je trouve qu'on se débarrasse de lui un peu vite. Je trouve ça un petit peu dommage. On l'a à peine vu et tout de suite, boum, c'est le premier à se faire exploser. Alors ça, du coup, ça me rappelle un truc, mais tu te souviens dans Dark Phoenix, bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais il y a un personnage comme ça qui meurt tout aussi soudainement. Tu t'en rappelles ou pas? Là, Euh, tu me je rappelles. crois que c'est Raven tu sais, à un moment donné, il y a Dark Phoenix qui déchaîne ses pouvoirs. Il y a un des personnages, je crois que c'est vraiment Raven, qui est envoyé contre un tronc d'arbre et Bah oui, elle meurt tout de suite. C'est bien elle hein, qui meurt de cette bah façon. oui. Bah, tu vois, en fait, là, du coup, tu fais allusion à cette mort, mais en fait, ça, Bon, enfin, on va prendre là, c'est une différence parce que là, on parle d'un personnage qu'on a suivi après. Là, la Raven, à ce moment-là, on la connaissait depuis 4 films. c'est vrai, oui, t'as raison, Et c'est là, vrai que c'est un personnage beaucoup plus récurrent. oui, et là, c'est un personnage tertiaire qui se fait tuer, poum. Bah, je pense en fait Et que j'aurais voulu le voir un peu plus. Et je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, à part ça, les autres dedans sont très bien développés. Enfin, ça dépend lesquels. Par exemple, on a le personnage d'Angel qui se possède des ailes de libellule. ah, ça, c'est génial. Vraiment, toutes les scènes avec ce personnage. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que pendant toute la partie où les personnages s'entraînent, du coup, enfin, à partir du moment de toute façon où on arrive dans l'école Fargate, pour moi, c'est mon passage préféré, puisqu'en en fait, on s'attarde sur absolument tous les personnages avant qu'ils passent définitivement à l'action et avant qu'on en vienne à la résolution. C'est-à-dire qu'il y a Sauf celui qui s'est fait exploser. On y revient. sauf celui-là, oui, évidemment, mais après, je pense que ça nous prouve aussi que, en fait, tous les semaines peuvent y passer, en fait. C'est pas comme aujourd'hui, en fait, tout dans le MCU, tout le monde meurt, où il n'y a pas vraiment d'enjeu. En fait, c'est aussi une des qualités, c'est qu'en fait, c'est comme aussi Jean Grey, du coup, dans X-Men 3, et Dark Phoenix, du coup, bah, dans son film sorti en 2019, c'est qu'en fait, tous les X-Men aussi peuvent mourir d'un seul coup. C'est pas, ah bah non, en fait, les acteurs étaient sous contrat, du coup, ils pouvaient pas mourir parce on devait attendre le film Marvel ou le film Avengers pour les faire mourir. Genre Iron Man ou autres qui ont été sous contrat avec Marvel pendant 9 à 10 ans. Donc du coup, en fait, pendant tous les films où ils sont parents, en fait, il y avait pas vraiment d'enjeu ou de risque qu'ils meurent, puisqu'en fait, on devait les perdre. Ils n'avaient pas le droit de les faire mourir, puisqu'en fait, il y avait un contrat. Vous voyez ce que je veux dire? Là, au moins, en fait, on peut avoir part pour tous les personnages, parce que même si c'est une mort qui est décevante, je te l'accorde, au moins, on peut avoir peur pour les personnages principaux parce Oui. ils peuvent mourir. Il y a aussi tu sais, celui qui les recrute, là, Oliver Platt, c'est le mec, le scientifique à des lunettes qui appartient à CIA. Lui, pareil, il meurt d'une Oui. minute à l'autre, alors que c'est un Oui. personnage pourtant qu'on a suivi depuis le début de l'histoire. Et ça aussi, je trouve que c'est Depuis le milieu plutôt. plutôt de milieu de l'histoire, mais c'était quand même un personnage secondaire important, puisque du Oui. coup, il est prêt à collaborer avec les X-Men. Enfin, Oui. c'est même lui qui les présente, qui est, comment dire, qui est enthousiaste de voir leur potentiel. Et lui, il meurt vraiment en 2 secondes, quoi. Il s'écrase sur Terre et hop, on n'entend plus parler. Donc, à cette époque-là, en fait, on était encore face à des personnages qui pouvaient mourir comme ça, d'un claquement de doigts, sans même qu'on s'y attende. Il y avait quand même des craintes pour les personnages. Et même, ça s'est poursuivi, même du coup, dans X-Men et The Future Spice, etc. Et ça, je trouve que c'est quand même une grande qualité encore des films de super-héros de cette époque-là, parce qu'en fait, on pouvait voir tous les personnages mourir comme ça d'un claquement de doigts. Et ça, je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait quand même une sacrée donne entre Pas faux. les personnages d'aujourd'hui. On a même plus peur de les voir mourir, puisqu'encore une fois, il y a les contrats, et puis en plus, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les variants, le multivers, donc même si les personnages sont morts, comme d'innombrables exemples avec Wolverine, ils meurent, mais finalement ils reviennent, alors que là, bah après, bon, c'est une question de timeline, de retour dans le truc, etc. Mais au moins, les personnages ici, ils meurent, et leur mort, il y a vraiment un impact on le voit à l'écran, quoi. Le personnage, il meurt, et la scène, elle est quand même impactante, et réussie en plus, hein. C'est quand même une mort réussie, et qui est vraiment bien immortalisée. Donc, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur le Ben, commencement? la musique, on en parle de la musique, parce que la musique, pour le coup, Ah, c'est vrai, ouais, la musique. je trouve qu'elle est très réussie. Je trouve qu'il y a plusieurs passages, par exemple, genre, il y a une nouvelle musique qui reprend un peu le ta 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 ta. C'est vrai? Et on a aussi la musique, on a aussi des passages qui sont assez épiques. Je dirais que ma musique préférée, c'est pendant la scène où Charles découvre le Cérébro. On a cette musique qui fait ta 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 ta. Et je trouve qu'elle a une bonne ambiance, je trouve qu'elle est assez cool, je trouve qu'elle colle avec le moment, genre Charles qui cherche les mutants qui découvrent leur pouvoir. C'est là qu'on introduit le hurleur et Darwin, justement, on en reparle. Et c'est aussi là qu'on a le caméo de Wolverine. Je trouve que c'est une bonne musique, une musique assez entraînante.
Qui sont qui C'est vrai, s'écoutent, qui c'est vrai, s'écoutent. c'est vrai qu'en fait, tout ce passage en fait, de recrutement où chaque Qui est X-Men, réussi. où Charles et Magneto, enfin, et Rick plutôt, décident de faire équipe pour recruter les X-Men, je trouve que en plus, c'est un film qui est quand même assez bien rythmé, puisque on Oui. arrive quand même à réunir tous ces éléments entre le début, le moment du recrutement, ensuite la formation et puis le climax, en gardant un rythme quand même qui ne perd jamais, quoi. C'est jamais un film qui va nous ennuyer, on va se dire, sauf la fin, comme je disais, que je trouve assez longuette, mais Ouais, ça va. globalement, sur toute la durée du film, en fait, le film nous maintient quand même un assez bon rythme, vraiment. Parce que c'est quand même pas facile, en fait, de réunir tout un film qui est préquel, en fait, à tout un univers qu'on connaît déjà, quand même, depuis 10 ans. Parce que du coup, entre 2000 et là, on est en 2011, depuis 11 ans, du coup. Donc là, en fait, le film est censé faire un retour aux origines, donc il a quand même une assez grosse responsabilité. Et en plus, il a de la concurrence à côté avec Marvel, comme je vous le disais. Euh, Alors que de base, les X-Men, c'est aussi Marvel. et DC, sans compter parce que DC était aussi présent, hein, Nolan était aussi en train de réaliser sa fameuse trilogie du Dark Knight à cette époque-là. Et oui, il ne faut pas l'oublier que DC est quand même de l'autre côté au box-office. Donc il y a quand même pas mal d'éléments à prendre en compte et je trouve que bah, le commencement s'en sort très bien. Voilà, tout est Oh, assez bien. Et alors, tu oh, parlais de la musique et après, du coup, je te redonne la parole là-dessus. C'est vrai que la musique, c'est pas du tout un truc auquel j'accorde de l'importance, mais maintenant que tu en parles, mine de rien, dans le cinéma de super-héros, c'est quand même vachement important puisque, par exemple, on parlait tout à l'heure de X-Men 1, mais à cette époque-là, du coup, il n'y avait pas encore le Spider-Man Sam Raimi et la musique de Danny Elfman sur cette trilogie que j'aime énormément. Vous le savez, franchement, elle est super marquante. Vraiment, le thème de Danny Elfman, il est quand même iconique. On parlait en début de vidéo, du coup, des Batman de Tim Burton. Le thème de Danny Elfman, encore une fois, de toute façon, Danny Elfman et Tim Burton ne font plus qu'un. Voilà, c'est comme Andy Zimmer et Christopher Nolan. On en parlait aussi comme quoi tout un petit peu lien dans certains côtés, mais bon, j'ai envie de dire les meilleurs, on travaille avec les meilleurs. Mais là, en fait, c'est vrai que en fait, dans le semaine des super-héros, la musique est quand même primordiale. Et maintenant que tu m'y fais penser, c'est vrai qu'il y a quand même un thème super intéressant avec les X-Men qui permet quand même de les iconiser comme une équipe de super-héros. oui. Bah, finalement, qu'on oublie toujours un petit peu, hein, parce que finalement, les X-Men, bah, ça fait longtemps, vu que les derniers films n'ont pas vraiment eu de succès, Apocalypse, comme on le dit tout à l'heure, a échoué au box-office, Dark Phoenix n'a pas du tout eu de succès, New Mutants, n'en parlons même pas, ça a été un flop. Ça a été un flop monumental dans la Et saga. encore, du mutant, c'est important aucun rapport. Enfin, à part par le fait que ça parle de mutants. Certes, mais après, ça appartenait aussi à la Fox, donc Voilà. malheureusement, donc avant le rachat de la Fox par Disney, enfin bref, je vous refais pas l'historique parce que c'est quand même une histoire, c'est ce qui permet aujourd'hui qu'on puisse avoir Wolverine et Elektra dans le prochain film Deadpool et Wolverine. T'es sceptique, je le suis aussi, mais voilà, donc c'est vrai que X-Men a vraiment réussi à se faire une place dans le cinéma de super-héros, une place plus que notable, la preuve, puisqu'on est encore là à en parler aujourd'hui, et que Marvel, enfin Kevin Feige va très certainement ramener bah, la saga au goût du jour, et qu'on a hâte de revoir les X-Men au cinéma, pas toi? Ça dépend lesquels. J'espère juste que dans les prochains X-Men, parce que non pas que je n'aime pas le Wolverine, mais je trouve qu'on l'a assez vu. J'aimerais, ça serait bien qu'ils mettent d'autres personnages, comme Jubilé, ou enfin, ou Dazzler qui est alors, qui fait un caméo dans X-Men Phoenix. Alors, ceux qui connaissent comprendront de quoi je parle, mais oui. Parce que l'univers des X-Men est très vaste et ce serait cool de pouvoir les revoir, de voir d'autres personnages, qu'on revoit les vrais personnages, mais avec de nouveaux personnages genre Charles Xavier, ou les nouveaux, qui forment de nouveaux mutants, justement, voir d'autres mutants comme Jubilé qui apparaît dans X-Men Apocalypse. Mais voilà, alors, Jubilé est un personnage secondaire dans X-Men Apocalypse, et la seule scène où on la voyait utiliser son pouvoir a été coupée, et je trouve ça un peu dommage. Ou au pire, revoir bah, le Cyclope, le Diablo et de X-Men Apocalypse et Dark Phoenix, justement, on les revoir dans de nouvelles aventures. Je sais pas moi. Du moment, Oui, c'est vrai de toute façon que les scénaristes ont quand même l'embarras du choix parce que X-Men contient tellement de mutants et d'ailleurs on l'a vu dans la série Miss Marvel, enfin on a entendu parler mais l'ami du coup de Miss Marvel a des pouvoirs de mutants. ouais. Donc Marvel remet tout doucement en fait ça au goût du jour et c'est vraiment bien parce que bah, les X-Men c'est quand même là depuis très longtemps quand même sur grand écran au cinéma. Bon moi j'avoue que j'étais malheureusement pas là mais parce que moi, la série X-Men a commencé avant même que moi je suis né, mais toi t'étais déjà né, puisque Arthur est Oui. bien plus vieux que moi. Mais, c'est vrai. Sans parler des nombreuses adaptations en dessin animé, parce que il y a aussi les comics, il y a aussi les adaptations en dessin animé, dont un animé japonais X-Men qui est très bien, bon, même si elle est un peu longue, mais il est très bien. Mais c'est vrai d'ailleurs que Marvel, maintenant que j'y repense, ils vont faire une série animée, X-Men 97. Donc, bah,
à suivre. Donc, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou tu avais à peu près tout dit? À mon sens, X-Men Origins est un bon film, déjà dans son ambiance, dans ses effets spéciaux, dans sa mise en scène et dans son contexte d'origine story. Je pense que X-Men Origins, non, pardon, que X-Men le commencement est une des meilleures origin story que j'ai pu voir. Donc ça va et il mérite le respect pour ça. Et je trouve qu'il a bien mis en avant et j'avoue, j'ai une préférence pour Jennifer Lawrence en Mystique. Je trouve qu'elle est très bien dans Ah son oui, pareil, bah, c'est vrai que ça fait un point commun. Je trouve que Jennifer Lawrence, pour moi, elle a vraiment apporté une aura féminine au personnage parce que Mystique, dans la première trilogie, bon, on l'aime bien, elle est bien, c'est un bon personnage qui distingue aux côtés de Magneto et pourtant, Magneto a quand même un charisme qui fait qu'il vole quand même pas mal la vedette, un peu comme Wolverine dans le camp inverse, qui a déjà beaucoup la vedette, c'est vrai, mais je trouve que voilà, Jennifer Lawrence a permis en fait de rendre Mystique plus iconique, voilà, de la démarquer un peu plus de la team. Et je trouve que justement le couple, ou du moins l'alchimie, la connexion qu'elle a avec la bête, bah, permet encore plus de la développer, de la mettre en avant. Enfin voilà, le fauve, tu veux dire. le fauve, c'est ça. Hank, je trouve que voilà, leur relation, le rapport même qu'elle a avec Charles, disons que c'est un film qui a vraiment permis à rendre Mystique un peu plus populaire et à la mettre un peu plus sur le devant de la scène, ce qu'elle n'était pas vraiment finalement dans la première trilogie, quoi. Oui. Donc, bah écoute, moi j'ai à peu près tout dit. Voilà, une des meilleures origines story que j'ai pu voir du coup avec Origin Wolverine, avec la prélogie Star Wars. Enfin bref, il y a beaucoup d'origines story quand même. Mm. Bah écoute, je pense on se retrouvera très vite pour un nouveau duo parce qu'Arthur me faire, on va quand même parler de la saga X-Men. Je pense qu'on sera là Ah aussi oui. pour vous parler des prochains films Marvel, X-Men, etc. Il y a beaucoup de sujets dont on a abordé, hein, et Arthur aussi va s'essayer sur YouTube. Donc, allez donc encourager ce nouveau youtubeur. Et puis, à très vite. Au revoir.